En plus de ça, il y a une autre opposition théorique qui secoue un petit peu le champ des game studies et qui complexifie encore la question de la narration, qui est l'opposition entre game studies et play studies. En gros, malgré toutes les oppositions que je viens de présenter entre ludologues et narratologues, ils avaient quand même en commun une même conception du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'ils envisageaient le jeu vidéo d'un point de vue assez formaliste à travers les œuvres. Ils envisageaient le jeu comme un objet formel, stable, fermé, et donc envisageaient les jeux indépendamment des actions et de l'influence du joueur. Or, cette perspective, elle a été critiquée en 2011 par un philosophe français qui s'appelle Mathieu Triclot, qui a publié un livre qui s'appelle « Philosophie des jeux vidéo », que je vous recommande aussi si le sujet vous intéresse. Il fait vraiment une synthèse de plein de problématiques sur le sujet. Mais notamment, Mathieu Triclot critique donc la perspective des game studies parce que, bon, en gros, il leur reproche de trop mettre à distance le jeu vidéo. Et ce faisant, certes, il le constitue en un bel objet de recherche, bien stable, hein, qu'on peut étudier, mais ils évacuent la question de toutes les expériences qu'on peut faire d'un même jeu vidéo. Par exemple, c'est bien beau d'étudier le jeu Mario, mais dans les faits, on peut faire 1001 expériences de jeu à partir de ce jeu. Par exemple, l'expérience d'un joueur qui va tout finir très facilement du début à la fin sera très différente de celle d'un joueur qui va perdre 10 fois devant chaque obstacle. De même, l'expérience d'un joueur qui va vraiment explorer le jeu à fond, découvrir tous les passages secrets, sera différente de celle d'un joueur qui ne fera que les 5 premiers niveaux et puis qui arrêtera parce qu'il en a marre. Donc, il y a autant d'expériences de jeu qu'il y a de joueurs. Et même, même un même joueur peut changer de manière de jouer d'une expérience à l'autre. Donc, comme le résume très bien Mathieu Triclot, décrire ce qui se passe sur l'écran sans jouer, objectiver le système des règles sans jouer, cela ne suffit jamais à caractériser l'expérience de jeu. C'est que celle-ci n'est pas déposée une fois pour toutes dans l'objet, la machine, le discours à l'écran, le récit, le système de règles ou le gameplay, mais produite par le joueur à l'aide du jeu. Donc, Triclot plaide du coup pour la création de play studies qui étudieraient le jeu non pas comme un objet, mais plutôt comme une expérience. Donc il s'intéresserait à toutes les expériences subjectives qu'on peut faire d'un jeu. Mais ce que je viens de dire pour le jeu, ça a une implication aussi pour la narration, c'est-à-dire que si c'est le joueur qui construit le jeu par son expérience, le joueur a aussi un impact sur la construction de la narration dans le jeu. Par exemple, la narration d'un jeu vidéo existera très différemment si on est face à un joueur qui va lire tous les dialogues, regarder toutes les cinématiques, faire toutes les quêtes annexes, parler à tous les personnages, etc. Ou si on est face à un joueur qui va, au contraire, passer tous les dialogues, aller se faire un café pendant les cinématiques, essayer d'aller le plus efficacement à la fin du jeu, etc. Donc, l'existence même de la narration dans le jeu vidéo est tributaire de l'investissement que le joueur va y mettre. Elle n'existe pas dans l'absolu. Du coup, ces deux conflits que je viens de vous présenter posent un certain nombre de questions à l'étude de la narration parce que, j'ai dit, le conflit entre narratologue et ludologue est assez apaisé et grosso modo, on se met un petit peu d'accord aujourd'hui pour dire qu'il y a des jeux plutôt narratifs et d'autres qui ne le sont pas. Mais ça pose problème quand même parce que alors comment différencier les jeux narratifs des jeux non narratifs ? À partir de quand est-ce qu'on peut parler de narration dans le jeu vidéo ? Et que recouvre vraiment la notion de récit dans le cadre du jeu ? Et de même, comme je viens de le dire, le conflit entre game studies et play studies pose d'autres questions parce que comment est-ce qu'on peut déterminer quels sont les jeux narratifs puisque l'existence même de la narration est tributaire de l'investissement du joueur ? Comment est-ce qu'on pourrait étudier dans l'absolu un récit qui n'existe pas en dehors de la partie finalement ? Et à partir de quel concept est-ce qu'on pourrait rendre compte de cette narration sous forme d'expérience sans gommer le fait que c'est qu'une potentialité et que le joueur pourra très bien choisir de ne pas du tout l'actualiser. Donc, c'est en fait à partir de toutes ces questions que, dans mon mémoire, j'en suis venue à remettre en question la validité même de la notion de récit pour décrire la manière dont les jeux vidéo racontent des histoires. Alors, je suppose que vous n'avez peut-être pas tous fait de la narratologie. Pour résumer et simplifier très rapidement, grosso modo, on oppose en général le récit et l'histoire,
L'histoire, c'est le signifié, c'est ce qui est raconté. L'histoire de Blanche-Neige, par exemple. Et le récit, c'est le signifiant, donc c'est la manière dont on le raconte. On peut raconter Blanche-Neige de plusieurs manières différentes, avec plus ou moins de longueur, sur plusieurs supports, etc. Et je caricature un petit peu, mais disons que la conception traditionnelle du récit, c'est qu'on l'envisage comme une suite organisée, linéaire et finie d'événements, qui vont d'un début vers une fin. Or, concevoir la représentation d'une histoire comme une suite linéaire organisée et finie d'événements,